Comme vous l'avez vu avec Jingxi, les autorités sont souvent impuissantes face aux grandes flottes qui viennent dévaliser tout simplement le littoral ou face aux petits bateaux rapides qui apparaissent et disparaissent comme ça en un rien de temps. La seule solution viable, c'est donc de s'en prendre directement aux bases pirates. En 1848, les autorités attaquent l'île de Balangingi, dans l'archipel des Philippines, et y cueillent de nombreux pirates qui y avaient trouvé refuge. Pour le reste, ce sont majoritairement des mesures pacifiques qui sont employées comme des promesses d'amnistie, des concessions territoriales ou des aides financières. En gros, on achète. En parallèle, les autorités s'attaquent au marché des esclaves et les ferment les uns après les autres. Évidemment, sans débouché de vente, les pirates n'ont plus vraiment de raison de conduire des razzias sur les côtes asiatiques. La piraterie finit donc par s'étouffer, voire même par disparaître durant la guerre froide. À ce moment, les contrôles maritimes sont drastiquement renforcés et les pirates ne préfèrent tout simplement pas risquer le diable, comme on dit. Sauf qu'à la fin de la guerre froide, l'ordre mondial, évidemment, est complètement chamboulé. Et c'est à ce moment-là que les pirates décident de ressortir de leur cachette, sentant bien là leur chance de s'imposer en maître sur les eaux asiatiques, alors que les nations environnantes tentent de s'adapter au monde incertain laissé par la dissolution de l'URSS. Un phénomène particulier d'ailleurs commence à apparaître aux alentours de la Chine. Des navires sont régulièrement capturés, maquillés, déchargés de leur cargaison dans des ports complices. Et puisque les bateaux victimes des attaques disparaissent des radars sans laisser de traces, ils obtiennent le nom de bateaux fantômes. C'est comme ça qu'en 1998, vous avez un pétrolier malaisien qui est discrètement détourné alors qu'il transporte à son bord 11 000 tonnes de kérosène. Et selon le capitaine, l'attaque était inévitable et bien organisée. D'abord, vous avez plusieurs commandos de pirates qui ont surgi de nulle part sur de petites vedettes au feu éteint. Ils ont neutralisé l'équipage en un rien de temps et ils ont repeint le navire dans la foulée, le renommant le Wilby. Ils ont ensuite escorté le bateau déguisé jusqu'en Chine du Sud où un bâtiment militaire chinois les y a interceptés. L'équipage du pétrolier est retenu pendant 45 jours sur la terre ferme, soi-disant pour leur protection. Chaque membre est individuellement contraint de signer des aveux, le rendant coupable de contrebande. Le capitaine finalement est relâché suite à des négociations entre la Chine et l'Australie dont il est originaire. Entre-temps, la cargaison du pétrolier a disparu, certainement réquisitionnée par le port. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une collaboration on va dire osée entre les pirates des eaux asiatiques et Pékin? C'est certain que de telles méthodes assurent à la Chine une position hégémonique sur les mers environnantes, tout en envoyant au reste du monde un message extrêmement fort. Ceci est mon territoire maritime et j'en suis le maître. Mais rien ne peut vraiment permettre d'affirmer que des stratégies sont comme ça à l'œuvre entre la Chine et les pirates. Il se peut simplement que le gouvernement ne prête aucune attention aux faits et gestes des escrocs sévissant en mer. Leurs activités arrangent les autorités, tout simplement. Alors comme Élisabeth Ier avec le corsaire Francis Drake, la Chine ferme les yeux et laisse les pirates faire leurs affaires. De toute façon, les pirates des mers d'Asie ne semblent pas déranger grand monde en fait, non. Au début du XXIe siècle, ceux qui s'attirent les foudres de la scène internationale, ce sont plutôt les pirates somaliens. En fait, rares sont les pays occidentaux qui n'ont pas subi d'attaques de pirates somaliens. Leur tactique particulière s'organise autour du jeu de l'enlèvement et de la rançon. Il y a eu un film là-dessus. Ils ne visent pas des navires marchands ou des pétroliers aux cargaisons énormes et ne s'intéressent pas non plus à leurs marchandises. Non, ils préfèrent capturer des navires pour détenir leurs équipages en otage sur les côtes somaliennes. Et là, vous avez une économie locale qui est structurée spécifiquement autour de la piraterie, permettant aux malfrats de faire attendre leurs détenus sur la terre ferme en attendant l'argent servant à leur libération. Tout ensuite est envoyé dans l'arrière-pays pour y faire vivre les grands centres. C'est très simple, c'est très efficace. Ce qui rend les pirates somaliens aussi efficaces justement, c'est leur grande capacité d'adaptation. Ils visent dans un premier temps le golfe d'Aden, qui est un passage clé du réseau maritime mondial, mais dévie très vite vers l'océan Indien quand les échecs commencent à s'enchaîner. Si les navires marchands du golfe d'Aden se parent de défense contre leurs actes de piraterie, pas de problème, les Somaliens se rabattent immédiatement sur des cibles plus vulnérables, isolées au milieu de l'océan.
À partir de 2006, le monde entier reconnaît leur activité comme une menace majeure pour l'économie internationale. Les rançons sont de plus en plus hautes, de plus en plus fortes, motivées par un opportunisme sans limite et une sensation d'invincibilité qu'on peut évidemment pas leur reprocher. C'est logique. Alors il est temps de réagir. 3 missions de grande ampleur sont lancées par l'Europe, l'OTAN et les États-Unis. Une quarantaine de nations vont lancer également des déploiements massifs aux alentours du golfe d'Aden et dans l'océan Indien. Vous avez des convois de protection qui accompagnent maintenant les navires à destination de la Somalie. Des rotations de surveillance aérienne sont même mises en place et des bâtiments militaires sont envoyés pour assister les bateaux marchands. Les navires proies des pirates somaliens ne sont plus du coup ni vulnérables ni isolés, ce qui rend les attaques de plus en plus incertaines évidemment. Finalement, les actes de piraterie somaliens disparaissent tout simplement. En 2012, les détournements de navires orchestrés par des pirates somaliens sont quasiment inexistants et les quelques cas qui restent ne constituent plus une véritable menace pour la scène internationale. Alors est-ce que pour autant c'est la fin de la piraterie ? Vous vous doutez que non. On l'a vu assez souvent au cours de cette émission. Les actes de barbarie, de pillage en mer finissent toujours par revenir. Et tant que les marchandises continuent d'emprunter les routes maritimes, il y aura des pirates sur les eaux. Un brigand suit toujours son butin après tout. Des frégates antiques pillant les villages côtiers jusqu'aux vedettes rapides des Somaliens, des brutales attaques barbares aux stratégies réfléchies et méticuleuses déployées par les confédérations chinoises, la piraterie a toujours su se réinventer. Elle est née en même temps que l'histoire, comme je vous le disais au début. Elle ne mourra sûrement qu'en même temps qu'elle. Juste pour terminer, vous savez, les fameux hackers numériques. Finalement, on surfe sur Internet et vous avez des pirates du web. Quelque part, la piraterie a peut-être changé son mode d'exécution. Elle ne surfe plus sur les mers, elle surfe tout simplement sur le net. La bibliographie de cette émission, Histoire des pirates et des corsaires de l'Antiquité à nos jours, par Gilbert Buty et Philippe Rodège, chez CNRS Éditions. Dictionnaire des pirates, des corsaires et des pirates, de Gilbert Buty et Philippe Rodège, toujours. Une histoire des pirates, Jean-Pierre Moreau. Pirates, flibustiers, corsaires d'Alain Berbouche et Pascal Galode. Et enfin, Femmes pirates, écumeuses des mers, Marie-Ève Stenuit, aux éditions du Trésor 2015. On se retrouve la semaine prochaine avec la dernière émission pour la bombe française. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.